Bonjour, je me présente, je suis professeur Moudel Latifa, professeur assistant à la faculté de médecine dentaire de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Le cours que je vais vous présenter aujourd'hui va se porter sur l'anatomie descriptive générale des dents humaines. Notre cours va se dérouler selon le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons découvrir le premier grand chapitre de ce cours qui va porter sur l'anatomie descriptive externe des dents. Dans ce chapitre, nous allons voir les particularités des éléments constitutifs de la dent, à savoir la couronne, le collet et la racine. Ensuite, on va traiter l'anatomie interne descriptive de la dent, qui se portera essentiellement sur la cavité pulpaire. Et enfin, je vous donnerai quelques lectures conseillées afin d'approfondir vos connaissances. À l'issue de ce cours, vous allez acquérir une maîtrise de l'anatomie générale des dents humaines, ce qui va vous faciliter l'apprentissage de l'anatomie dentaire détaillée qu'on va voir dans des chapitres ultérieurs. Puis, vous allez être en mesure de définir et différencier entre les éléments anatomiques externes et internes de l'organe dentaire. Et enfin, vous allez être capable d'adopter une terminologie dentaire spécifique à votre domaine d'étude. En guise d'introduction, la dent est un organe dur, pair et symétrique. En règle générale, on peut dire que la dent droite est quasiment l'image de sa contralatérale gauche. L'être humain étant hétérodonte, ceci va impliquer une variabilité anatomique. Et donc, chaque type de dent peut être considéré comme un organe unique. Et donc, son anatomie externe et interne va être très variable selon sa fonction et sa classe dentaire. Ceci dit, des règles générales d'organisation existent et c'est ce qu'on va voir en détail dans ce chapitre. On commence donc par notre premier chapitre traitant l'anatomie descriptive externe et on va voir le premier élément à décrire qui est la couronne. Pour la classe des incisives et canines, cette couronne est généralement cuniforme. Elle présente donc 5 faces et un bord libre ou une pointe cuspidienne. Ces faces sont la face vestibulaire et linguale, les faces mésiales et distales et la face cervicale qui va s'articuler avec la racine anatomique. Le bord libre et coupant est rectiligne au niveau des incisives, comme vous voyez sur la première figure. Par contre, il forme une crête mésodistale dont les deux arêtes se rejoignent au sommet de la cuspide pour les canines, comme vous voyez sur la deuxième figure. Pour les classes des prémolaires et molaires, cette couronne est grossièrement cuboïde. Il présente donc 6 faces. Ces faces sont les faces vestibulaires et linguales, les faces mésiales et distales et les faces cervicales et occlusales. Cette dernière va s'articuler et va entrer en occlusion avec la face occlusale des dents antagonistes. Les couronnes sont essentiellement constituées de surfaces courbes et convexes, sauf au niveau des faces proximales où on peut avoir des concavités. La juxtaposition et la jonction de ces surfaces convexes va créer des éléments anatomiques qui vont être classés selon leur forme, soit en éminence, soit en dépression coronaire. Pour le cas des éminences coronaires à base arrondie, on va décrire deux particularités. Les cuspides, qui sont des éléments de forme et de volume variables, situés sur les faces occlusales des dents dites cuspidées. Leur nombre va permettre de distinguer entre les dents monocuspidées, c'est-à-dire comme les canines qui présentent une seule cuspide, et les dents pluricuspidées comme les prémolaires et les molaires. La cuspide va porter le nom de son emplacement, c'est-à-dire pour les dents bicuspidées, on va distinguer une cuspide vestibulaire et une cuspide linguale. Pour les dents plutôt pluricuspidées, on va décrire la cuspide selon les deux faces l'abordant et donc on va parler de cuspide mésiovestibulaire, mésiolinguale, distovestibulaire ou distolinguale. Les deuxièmes particularités correspondent aux tubercules, qui sont des élévations de forme et de volume également variables, mais situées cette fois-ci sur les faces axiales, vestibulaires et linguales des dents. Pour les incisives et canines, on leur distingue sur leur face linguale ou palatine un tubercule singulaire ou encore nommé cingulum, comme vous voyez sur la première figure. Quant aux molaires, on leur distingue sur leur face vestibulaire le tubercule accessoire de Bolk, localisé essentiellement au niveau des deuxième et troisième molaires, comme vous voyez sur la deuxième figure, ou encore le tubercule de Carabilli, qui est presque constant au niveau des premières molaires maxillaires sur leur face linguale. Maintenant, on va voir les éminences coronaires à base allongée. La première éminence coronaire à base allongée qu'on peut distinguer sont les crêtes marginales, qui sont des élévations limitant les faces occlusales des dents cuspidées, comme vous voyez sur la figure 2,
ou les faces linguales des dents non cuspidées, comme vous voyez sur la première figure. Le deuxième type d'éminence coronaire à base allongée sont les crêtes cuspidiennes, qu'on observe notamment au niveau des cuspides. On distingue la crête cuspidienne mésodistale constituée d'une arête mésiale et d'une arête distale, et la crête cuspidienne vestibulolinguale constituée d'une arête vestibulaire et d'une arête linguale. Donc les crêtes cuspidiennes sont généralement constituées de deux arêtes, comme vous voyez sur la figure. Le troisième type d'éminence coronaire à base allongée sont les crêtes occlusales qui résultent de la réunion de deux arêtes cuspidiennes internes de deux cuspides bien évidemment distinctes et selon leur direction, on va distinguer les crêtes occlusales transversales qui sont perpendiculaires à l'axe mésodistal de la face occlusale et qu'on observe généralement au niveau des molaires mandibulaires et les crêtes occlusales obliques qui sont plutôt angulées par rapport à l'axe mésodistal de la face occlusale et qu'on va observer essentiellement au niveau des molaires maxillaires. On a vu précédemment les différentes éminences et surélévations coronaires. Maintenant, on va voir en détail les différentes dépressions coronaires. Les dépressions coronaires sont représentées par les sillons principaux intercuspidiens qui peuvent avoir plusieurs situations. Lorsqu'ils sont situés sur les faces vestibulaires et linguales, donc ils vont séparer les cuspides mésiales et distales et vont être nommés les sillons principaux intercuspidiens, soit vestibulaires, soit linguales. Lorsqu'ils sont situés sur les faces occlusales, ils vont séparer les cuspides vestibulaires et linguales selon leur grand axe et vont être nommés les sillons principaux centraux de direction mésodistale. Lorsque ces sillons vont séparer les cuspides mésiales et distales, ils vont être nommés sillons principaux périphériques. Pour les sillons accessoires, ils vont naître dans un sillon principal et vont s'effacer sur un pan cuspidien séparant les lobes convexes. Dans les dépressions coronaires, on va également distinguer les fosses occlusales qui, lorsqu'ils vont naître de l'intersection de deux sillons principaux intercuspidiens, vont être nommés fosses centrales et lorsqu'ils vont résulter de l'intersection d'un sillon principal avec une crête marginale, ils vont être nommés fosses marginales. Certaines dents peuvent présenter des dépressions coronaires type fossette, fissure et puis occlusaux, qui sont des dépressions anfractueuses, profondes, situées soit sur la face linguale ou palatine des dents monocuspidées ou sur les faces occlusales des dents pluricuspidées. Les faces axiales, vestibulaires, linguales ou proximales peuvent être également caractérisées par l'existence de certaines dépressions douces, peu perceptibles, au niveau coronaire, comme vous voyez sur les images. Il convient également de décrire la face occlusale des dents pluricuspidées compte tenu de ses particularités anatomiques, à savoir la ligne de plus grand contour qui passe par les points les plus saillants de la couronne dentaire sur toutes ses faces et va représenter la limite la plus externe de la face occlusale. Ensuite, on a la table occlusale qui est totalement inscrite dans la face occlusale et qui est limitée par les crêtes cuspidiennes en vestibulaire et en linguale et par les arêtes des crêtes marginales en mésiale et en distale. Les limites entre la ligne de plus grand contour et la table occlusale va permettre de diviser la face occlusale en deux surfaces. La face occlusale interne qui correspond à la table occlusale précédemment décrite et la face occlusale externe qui est la face limitée du côté externe entre la ligne du plus grand contour et du côté interne entre les limites de la table occlusale. Le dernier élément anatomique qu'on va décrire à la face occlusale des dents pluricuspidées est la fameuse cuspide. Cette cuspide peut être assimilée géométriquement à une pyramide à base quadrangulaire, possédant des crêtes mésodistales et vestibulolinguales constituées respectivement de deux arêtes, mésiale et distale, vestibulaire et linguale. Ces arêtes vont ainsi définir les versants cuspidiens, qui peuvent être internes et externes, et chaque versant étant constitué de deux pans, mésial et distal. Maintenant, on va décrire quelques règles générales concernant la forme et les proportions coronaires.
Premièrement, en vue vestibulaire ou linguale, le plus grand diamètre mésiodistal est toujours situé occlusalement. Deuxième règle, en vue mésiale ou distale, le plus grand diamètre vestibulo-lingual est toujours situé cervicalement. Troisièmement, les faces vestibulaires sont plus larges que les faces linguales, à l'exception constante des 16-26 et parfois des 35 et 45 lorsqu'ils présentent une troisième cuspide linguale. Quatrièmement, les faces distales sont moins hautes, moins étendues et plus fortement convexes que les faces mésiales, à l'exception des 34 et 44. Et cinquièmement, la ligne du plus grand contour va permettre de limiter la frontière entre la portion cervicale et occlusale de la couronne. Maintenant, on va passer à la description anatomique du collet. Le collet anatomique, comme on a vu dans le cours précédent, va correspondre à la limite cervicale entre la couronne et la racine. Sur le plan tissulaire, il va correspondre à la jonction amélo-sémentaire. C'est une ligne sinueuse qui fait le tour de toute la dent et qui présente une concavité coronaire sur la face vestibulaire et linguale et une concavité plutôt radiculaire sur les faces mésiales et distales, dont la concavité est plus intense du côté mésial que distal. En ce qui concerne la description anatomique de la racine, cette dernière présente une forme grossièrement conique à base cervicale avec un sommet représenté par l'apex. Sur l'apex, on va retrouver le foramen apical qui permet le passage du pédicule vasculo-nerveux de la pulpe. La longueur de la racine est bien évidemment plus importante que la longueur coronaire. L'axe radiculaire peut être soit rectiligne, soit coudé par rapport à l'axe de la couronne et son apex peut être pointu, arrondi ou encroché. Le nombre de racines va permettre de distinguer entre les dents monoradiculées présentant une seule racine et les dents pluriradiculées qui présentent plusieurs racines. Ces racines vont naître dans la région cervicale où ils sont fusionnés constituant le tronc radiculaire. À la jonction corono-radiculaire va correspondre à la région cervicale, constituée par une portion coronaire et radiculaire. Cette région peut être droite lorsqu'il n'y a pas d'inclinaison radiculaire ou présentant une angulation lorsque la racine est inclinée. Donc nous avons abordé tout ce qui est relatif à l'anatomie descriptive externe en ce qui précède. Maintenant, on va voir l'anatomie descriptive interne relative principalement à la cavité pulpaire. Donc la cavité pulpaire est située dans le noyau dentinaire. Il présente au niveau coronaire une chambre pulpaire qui contient la pulpe camérale et au niveau radiculaire les canaux pulpaires qui contiennent la pulpe canalaire et qui se terminent par les orifices apicaux. Sur le plan anatomique, on va distinguer entre les cavités pulpaires simples et les cavités pulpaires complexes. Les cavités pulpaires simples sont généralement situées au niveau des dents monoradiculées et leur pulpe camérale et canalaire ne présentent pas de limite précise. Contrairement aux cavités pulpaires complexes qui sont généralement situées sur les dents pluricuspidées et qui présentent une chambre pulpaire bien limitée, possédant un plafond occlusal et un plancher cervical, d'où vont naître des canaux pulpaires d'un nombre au moins égal au nombre de racines que présentent ces dents. Ces canaux pulpaires vont reproduire plus ou moins fidèlement la forme ou l'anatomie radiculaire et vont se rétrécir en diamètre en allant vers la région apicale. Plusieurs classifications ont été établies par plusieurs auteurs permettant de décrire l'anatomie canalaire plus ou moins complexe. Enfin, j'attire votre attention qu'une bonne connaissance de l'anatomie interne et externe des dents présente un intérêt clinique majeur. À titre d'exemple, lors des fonctions occlusales comme la mastication, des interférences occlusales lorsqu'elles existent doivent être localisées et corrigées afin de maintenir une bonne fonction de l'appareil manducateur et d'assurer la pérennité de l'organe dentaire.